Alors aujourd'hui, on s'attaque à l'un des plus grands défis de l'intelligence artificielle. Comment est-ce qu'on peut construire une machine qui apprend en continu, comme nous les humains, mais sans jamais oublier ce qu'elle a appris? C'est ça la grande quête de l'apprentissage continu. La question de fond, elle est à la fois simple et vertigineuse. On a des modèles d'IA qui sont incroyablement puissants pour faire une seule chose, mais leur architecture même les rend super fragiles dès qu'on leur présente quelque chose de nouveau. Pour bien comprendre, prenons une analogie toute simple. Si on sait déjà faire du vélo, apprendre à faire de la moto, c'est beaucoup plus facile, n'est-ce pas? Cette capacité à réutiliser un savoir ancien pour apprendre plus vite, ça s'appelle le transfert de connaissances vers l'avant. C'est exactement ce qu'on veut pour l'IA. Sauf qu'il y a un obstacle majeur qui l'en empêche. Et cet obstacle, c'est un peu le grand méchant de notre histoire. Un phénomène que les chercheurs ont baptisé l'oubli catastrophique. Et attention, ce n'est pas un problème tout neuf. Ça a été observé pour la première fois en 1989 par McCloskey et Cohen. C'est une sorte d'amnésie numérique, en fait. Le modèle apprend parfaitement une nouvelle tâche B, mais en faisant ça, il efface complètement sa maîtrise de la tâche A. Mais alors, pourquoi ça arrive? Pour faire simple, imaginez qu'un réseau de neurones, c'est un ensemble hyper complexe de connexions. La force de chaque connexion est définie par un chiffre qu'on appelle un poids. Pour apprendre une nouvelle tâche, le modèle ajuste tous ses poids. Le problème, c'est que cette nouvelle configuration optimale pour la nouvelle tâche vient écraser, sans pitié, la configuration qui était essentielle pour les tâches d'avant. Et regardez bien ce schéma, il est super parlant. Chaque cercle, c'est l'ensemble de tous les réglages possibles qui marchent pour une tâche donnée. Le but du jeu en apprentissage continu, c'est de trouver la petite zone d'intersection au milieu, là où un seul et même modèle peut tout faire. On voit tout de suite que plus on ajoute de tâches, plus cette zone devient minuscule, presque impossible à trouver. Et attention, ce n'est pas qu'une simple impression. Des recherches assez récentes ont prouvé que trouver cette solution parfaite, c'est un problème de type NP-hard. En clair, ça veut dire qu'on ne connaît aucun moyen efficace de trouver la solution à grande échelle. C'est dire à quel point le défi est immense. Tout ça, en fait, ça nous amène au vrai cœur du problème, le dilemme entre stabilité et plasticité. Un bon modèle doit être assez stable pour ne pas oublier ce qu'il sait, mais en même temps, il doit être assez plastique, assez flexible pour apprendre de nouvelles choses. Et trouver cet équilibre, c'est incroyablement difficile. Bon, la question c'est, comment on fait pour résoudre ce casse-tête? Face à cet oubli catastrophique, les chercheurs ont exploré 3 grandes pistes, 3 familles de solutions. Ce schéma, c'est un peu notre feuille de route. On a donc 3 grandes approches. La première, c'est la répétition. En gros, on force le modèle à réviser. La deuxième, c'est la régularisation. Là, on cherche à protéger les connaissances importantes. Et la troisième, c'est l'approche architecturale. On va carrément agrandir le modèle pour faire de la place. Allez, on regarde ça en détail. La première stratégie, c'est la plus simple à comprendre. C'est la répétition, ou rehearsal en anglais. C'est un peu comme quand on révise pour un examen. Pour ne pas oublier, on relit ses notes. L'idée est donc de réentraîner le modèle sur un mélange de nouvelles données et d'anciennes données. Ça marche souvent très bien, mais évidemment, ça a un coût en termes de stockage et de temps de calcul. Et dans cette famille répétition, on a 2 saveurs principales. D'un côté, la mini-répétition, on garde quelques vrais exemples des anciennes tâches en mémoire. C'est simple et efficace, mais ça peut poser des problèmes de confidentialité. De l'autre côté, il y a la pseudo-répétition, qui est plus maligne. Elle utilise un modèle pour générer des fausses données qui ressemblent aux anciennes. Comme ça, pas besoin de les stocker. Ok, deuxième grande stratégie, la régularisation. L'idée ici est complètement différente. Au lieu de réviser les anciennes données, on va directement protéger les connexions du réseau qui sont cruciales pour les anciennes tâches. C'est comme si on mettait une petite étiquette « Ne pas toucher » sur les neurones les plus importants. L'avantage, c'est qu'on n'a plus besoin de stocker de données. Un des algorithmes les plus connus dans cette catégorie, c'est EWC, pour Elastic Weight Consolidation. Ça sonne un peu complexe, mais l'inspiration est fascinante, c'est le cerveau humain. En gros, l'algorithme calcule à quel point chaque connexion est importante pour ce qui a déjà été appris, et ensuite, il applique une sorte de frein pour que ces connexions-là évoluent très lentement. Le gros inconvénient, c'est que ce calcul peut être très lourd à chaque nouvelle tâche. Une autre approche, c'est Learning Without Forgetting, ou LWF. Là, la philosophie change encore un peu. On ne protège plus les connexions elles-mêmes, mais le comportement du modèle. On s'assure juste que pour une même entrée, la sortie du nouveau modèle reste très proche de celle de l'ancien. C'est une manière de préserver le savoir-faire. Par contre, ça peut moins bien marcher si les nouvelles tâches sont très très différentes des anciennes. Et on arrive à la 3e et dernière grande famille de solutions. L'idée est presque brutale dans sa simplicité. Si le modèle manque de place pour apprendre sans oublier, eh bien on va lui en donner plus.
L'approche architecturale consiste à modifier la structure même du réseau à chaque nouvelle tâche. L'avantage, c'est qu'on protège quasi parfaitement les anciennes connaissances. L'inconvénient, c'est que le modèle peut devenir gigantesque. Et ce schéma explique parfaitement comment ça marche. Par exemple, avec les Progressive Neural Networks. Pour chaque nouvelle tâche, c'est simple. On gèle tout ce qui a servi à apprendre les tâches précédentes, on n'y touche plus du tout, et on greffe de nouveaux modules, de nouveaux neurones, qui seront dédiés uniquement à la nouvelle tâche. Comme ça, les anciennes connaissances sont littéralement mises sous cloche. Alors voilà, on a nos 3 grandes stratégies. C'est super prometteur, mais attention, la route est encore longue. Le domaine de l'apprentissage continu fait face à des défis vraiment importants pour passer de la recherche théorique aux applications concrètes. Un des gros problèmes, c'est comment on mesure si une méthode est meilleure qu'une autre. Parce que tout dépend du scénario de test. Le plus facile, c'est incrémental par tâche. On dit au modèle « Attention, maintenant je te teste sur la tâche A ». Le plus dur et le plus réaliste, c'est incrémental par classe. Là, le modèle doit non seulement reconnaître l'objet, mais aussi deviner tout seul à quelle tâche il appartient, sans aucun indice. Du coup, vers quoi s'orientent les chercheurs aujourd'hui? Cette carte de chaleur le montre très bien. On voit un intérêt qui explose pour les méthodes de répétition et surtout pour les approches hybrides, celles qui mélangent un peu de toutes les stratégies. C'est un signe que des solutions plus pragmatiques et robustes sont en train d'émerger. Évidemment, tout n'est pas rose. Il reste des défis énormes à relever. Ces méthodes coûtent très cher en mémoire et en puissance de calcul. La stratégie de répétition pose de vraies questions sur la confidentialité des données. Et puis, il y a un manque de benchmarks standardisés pour comparer équitablement les approches. Le plus grand défi, c'est de sortir des datasets de laboratoire pour aller vers des applications qui fonctionnent dans le monde réel. Ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que résoudre cet oubli catastrophique, ce n'est pas juste un défi technique pour chercheurs, c'est la clé pour débloquer la prochaine génération d'IA. Des systèmes qui pourront enfin s'adapter, évoluer et apprendre tout au long de leur vie, un peu comme nous. Et ça nous laisse avec une question finale, une question un peu vertigineuse. Si on y arrive, si on construit une IA qui peut apprendre à l'infini sans jamais oublier, par quoi est-ce qu'on devrait commencer? Les possibilités sont aussi immenses que fascinantes.